Bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Babouk. On est réunis ce soir à la Friche, au port, dans le cadre de l'exposition anti-Covid, antivirus. Une exposition collective qui a réuni 11 artistes qui ont proposé un travail, un regard sur cette crise sanitaire mondiale qu'on a traversée. Et donc on organise dans ce cadre-là une rencontre avec chacun des artistes. On invite le public à venir, à poser des questions, à en savoir plus sur les différents travaux. Là, on reçoit ce soir Béatrice Nerenix Canby, de son nom d'artiste. Voilà, bien, bonsoir Béatrice. Eh bien, bonsoir Heidi. Eh bien, merci d'être là. Alors, s'il y a des gens dans la salle qui veulent nous rejoindre, ils sont les bienvenus. Je sais qu'ils se sont inscrits, qu'ils sont là pour ça. Donc on va commencer tranquillement. Alors on est enregistré, on s'enregistre. Pourquoi on s'enregistre ? Parce que on va retranscrire tout ça. On va profiter pour faire plus ample connaissance avec toi et ton travail. Et ça nous permettra de retranscrire tout ça dans le catalogue de l'exposition qui est prévu donc pour la fin septembre. Voilà. Donc du coup on peut commencer entre nous et déjà je voudrais savoir est-ce que tu peux nous parler de toi, de ton... Comment es-tu devenu artiste ? Alors, j'ai fait des études d'histoire de l'art. Et c'était du gavage, en fait. On avait, par exemple, au cours d'Égypte, on avait 200 vidéos, 200 diapos par cours, des cours de 4 heures. On avait 3000 diapos à revoir pour les examens. Puis au bout d'un moment, à la 3e année, je me suis dit, mais en fait, il faut d'abord que je bouge, que j'ai mon musée intérieur avant de revenir aux études, quoi, parce que là, je vais rien retenir, c'est pas fait pour moi. Mais bon, je sentais bien que j'étais très sensible à l'art, c'était pas pour rien que j'avais choisi ces études. Et puis, je suis arrivée à La Réunion et j'étais plutôt dans l'artisanat d'art. J'ai travaillé le végétal pendant de nombreuses années. Et puis là, j'ai eu un état de prise de conscience que j'étais dans la production pour alimenter un marché, des achats, voilà, toujours acheter, toujours avoir des trucs. Et je commençais à utiliser des produits toxiques, des résines, des colles, des vernis, des trucs qui puent. Et un jour, j'ai raté toute une collection je faisais des petites pièces avec des résines. Et j'ai tout raté parce qu'il y a eu un coup de vent dans l'atelier. Et je me suis dit, mais je mets ça dans quelle poubelle ? Ça n'a pas encore servi, c'est toxique. Et j'en fais quoi maintenant ? Et j'ai tout plié. J'ai arrêté du jour au lendemain. Alors que je faisais de belles expos, j'allais au Carrousel du Louvre faire des expos. Ça marchait drôlement bien. Mais voilà, j'ai voulu arrêter l'aspect consommateur, quoi, de l'artisanat, même si c'est de l'artisanat d'art. Voilà. Et puis après, j'ai découvert le land art dans des bouquins. Et je me suis dit, c'est ça qu'en fait que j'ai cherché à faire sur mes objets, mais je vais le faire dans la nature. Donc pendant 5-6 ans, je me suis amusée à faire des installations de land art un peu partout. Et puis pour se faire connaître, il faut faire des photos. Pour que les gens voient les photos, il faut les imprimer. Et puis, si on veut en vivre un petit peu, il faut les vendre. Et hop, j'étais repartie dans le même système. Et donc, ça aussi, j'ai mis de côté. Et puis, il y a eu les Nuits d'art de pleine lune, il y a 9 ans, pour lesquelles j'ai proposé une installation qui c'était un flamboyant, en fait, que je voulais faire. Et je cherchais une matière qui soit rouge et verte et que je puisse travailler longtemps en avance pour préparer mes fleurs et mes pétales de flamboyant. Et puis en me baissant, j'ai vu une canette de coca et je me suis dit voilà. Et donc j'ai commencé à ramasser, avec Michel, on a ramassé des canettes de coca, de Heineken, de rouge et vert, quoi. Et donc j'ai fait ce flamboyant avec 2500 petits pétales de fleurs. Ah, c'était chouette. C'était pour un soir, donc c'était très éphémère. Et
Et puis il y avait toutes les autres couleurs qui se disaient et moi, pourquoi tu me prends pas? Je suis orange, je suis beau, je suis une belle canette jaune. Et puis voilà, on a commencé à ramasser tout. Et en quantité. Alors on s'est retrouvé très vite avec 20 000, 30 000 canettes de toutes les couleurs et principalement du vert. Et voilà. Et c'est là que le travail artistique que tu connais a démarré, quoi. Et ton travail avant, donc tu me disais que tu étais sur des vernis, des choses comme ça, mais de l'artisanat d'art, mais c'était quoi? Tu représentais quoi? Tu faisais quoi? C'était quoi? En fait, c'était des végétaux que je faisais sécher et que je faisais des inclusions dans de la résine, par exemple. Alors c'était des objets, c'était des bijoux. Et j'utilisais en fait la couleur des végétaux et la texture des végétaux. Et je faisais des luminaires aussi. Enfin, voilà, j'ai fait du grand, du tout petit. Je faisais des trucs sur 1 cm². Ouais, et puis en fait, le passage a été de 1 cm² à 50 m² avec le caméléon. Il y a eu vraiment besoin de faire en grand. C'était une sorte d'explosion. Et cette prise de conscience écologique, elle était soudaine ou tu as toujours été attiré par ça? J'ai toujours fait gaffe, mais ce moment où je me suis retrouvée avec ces déchets sans savoir quoi en faire et que c'était moi qui avais produit ça et que ça n'avait même pas servi, là ça a été vraiment le tournant. J'ai été élevée, moi, à faire attention à pas prendre de bain, on garde l'eau pour arroser les fleurs. On sort faire une promenade, on prend un sac, on va peut-être ramasser des pommes, de bûches pour le feu. Enfin, voilà, on était tout le temps dans le ramassage. Mon père, lui, stockait des trucs en quantité au cas où et pour réutiliser. Donc j'ai été élevée comme ça. On jetait pas un quignon de pain, quoi. Pas par pauvreté, mais par souci de. Enfin, mes parents ont connu la guerre aussi, donc forcément, ça les a marqués. Voilà, donc élevé comme ça, plus les problèmes écologiques, et puis voir ici aussi, quand je suis arrivée dans les années 90, les gens balançaient quand même beaucoup les carcasses de voitures, les vieilles machines à laver dans la ravine, en se disant, un bon cyclone et tout fout le camp, et c'est bon, ça va nettoyer. Et donc, voilà, la Belgique aussi, d'où je viens, avait de l'avance, quoi, au niveau écologique. On triait les poubelles, il y avait des consignes, enfin, il y avait pas mal de choses qui étaient mises en place et les gens étaient assez rigoureux. Donc, parce qu'on a l'impression que ça te vient naturellement, c'est-à-dire que tes matières, tu me dis, voilà, j'ai trouvé une canette, j'ai trouvé ci, comme si c'était très naturel, ça t'était très naturel, que ça te tombait dessus, un peu comme par hasard. Il y a une part de oh tiens, je sais pas, comme une espèce de, soit une évidence, soit une rencontre un peu hasardeuse avec une matière. Oui, enfin, j'ai toujours été attentive à tout ce qui traînait dehors, que je pouvais ramasser. Alors, c'était ou bien des déchets verts, parce que on avait 2 hectares à un moment à Saint-Joseph, et je plantais le jardin avec uniquement ce que je trouvais sur les déchets verts. Je faisais des boutures, des plants, etc. Donc, j'ai l'œil à regarder tout ce qui, normalement, ne devrait pas être là. Des vieilles tôles, des bouts de bois qui pourront servir pour faire un poulailler ou n'importe. Et j'ai été élevée comme ça aussi. Alors Michel, c'est pareil, il allait faire les déchetteries avec son père, donc on s'est assez bien trouvés. Ce qui est amusant, par exemple, c'est quand on rencontre des gens qui nous disent où est-ce que vous ramassez vos canettes? Moi, j'en vois pas. Et puis on leur dit, écoutez, nous, on a ramassé tout ça. Une année, on était en vacances à l'île Rodrigue, et donc on ramassait nos canettes. Et des gens au gîte nous disaient, mais vous savez ramasser ça où? Et puis le soir, ils nous disent, ah oui, vous savez, mais j'en ai vu, hein. Et ouais, il y en a, hein, c'est vrai, vous avez raison. Mais on s'habitue tellement à voir du déchet, l'œil zappe, il n'a pas envie de le voir. Et donc, il regardera autre chose. Mais il y en a partout. Si vous regardez bien, je suis sûre que maintenant, si vous faites gaffe aux canettes que vous pouvez voir, vous allez voir, vous allez vous dire, ouais, dis donc, il y en a un sacré paquet. Voilà, il y avait un chauffeur de taxi aussi qui est venu un jour nous chercher trop tôt. Et on était en plein découpage de canettes, mais il y en avait partout. Et le gars nous dit désolé, je reviendrai dans 1 heure. Et donc il a vu ce qu'on faisait. Et bien, finalement, on a discuté pendant 1 heure. Et
lui, pareil, il voyait jamais les déchets, il voyait sa Corrèze toute belle, toute verte. Et puis, on a fait le bout de chemin ensemble. On lui dit, regarde là. Et puis là. Et puis là. Et alors, 6 mois après, on l'a recroisé. Le gars, il nous dit, mais je vois des canettes partout. Je pense à vous à chaque fois que j'en vois une. C'est vraiment la preuve que on n'a pas envie de voir ces déchets qui traînent. Et donc, Et pourquoi la canette particulièrement plutôt qu'un autre objet? Parce que c'est un déchet relativement propre, durable. Aussi, ça m'intéresse parce que c'est un des déchets les plus écologiques en fait. Quand on le met dans le cycle dans le recyclage, il peut être retransformé à vie. Donc on perd un peu d'énergie pour le refondre et en refaire autre chose, mais c'est vraiment minime par rapport à du verre, par exemple. Le verre, on ne pourra réutiliser que 20% de verre recyclable qu'on va refondre avec 80% de matière neuve. Donc on est en fait, si on veut recycler le verre, on sera dans toujours plus de production de verre. Alors que l'aluminium, lui, 600 canettes, ça vous fait un vélo. 800 canettes, ça fait une machine à laver. Enfin, voilà, et ça peut être de la machine à laver, ça repasse à des jantes alu, et puis qui deviennent des canettes. Enfin, voilà, la matière ne perd pas en qualité, comme le plastique, par exemple. Si on refond du plastique, et au bout de 2 fois, la bouteille en plastique doit devenir un pot de fleurs. Et du pot de fleurs, on ne reviendra pas du plastique transparent. Donc on a une perte de qualité sur tout le recyclage. Alors que l'aluminium, pas du tout. Donc en gros, c'est propre. Et puis ça me permet de passer un message écologique, du coup, au niveau des emballages. Et puis il y a une variété de couleurs extraordinaires, quoi. Oui, vous parlez de la guerre. Moi, je vous vois comme une combattante, finalement. L'art engagé, une combattante. Est-ce que finalement, on risque de perdre le plus important pour nous, notre planète? Est-ce qu'on a l'impression on se rend pas compte qu'on devrait faire une vraie guerre, comme on a fait la guerre contre les nazis? L'enjeu est encore plus important qu'avant. En fait, je comprends pas pourquoi on n'est pas encore descendu dans la rue pour demander de l'eau pure et de l'air correct à respirer et de la nourriture saine. Donc, mais c'est le phénomène de la grenouille qu'on a mis dans l'eau tiède. Hein. Au fur et à mesure, on s'adapte à des changements. Voilà. Par exemple, ma mère était dans un petit village. Elle est toujours dans un petit village en Bourgogne où les gens venaient avec leurs cruches, leurs seaux, leurs jerrycans. C'était de l'eau de source. Et donc on pompait, et puis ça se savait, hein, dans les villages à côté, les gens venaient avec tout ce qu'il fallait pour remplir leurs bouteilles et avoir de l'eau consommable. Et un jour, il y a eu un écriteau, cette eau n'est plus consommable, il y a eu des traces de, je sais plus, c'était de pesticides ou de je sais plus quoi. Et voilà, les gens sont plus allés. Point. Ils sont allés chercher de l'eau en bouteille dans les supermarchés, où ils ont bu de l'eau du robinet, où ils ont filtré. Voilà, personne s'est dit, mais pourquoi, quoi? Enfin, est-ce qu'on peut pas revenir en arrière, foutre un PV à celui qui a mis son pesticide ou son lisier de cochon, et puis et avoir de nouveau de l'eau propre. Donc, bien sûr, c'est une guerre qu'il faut mener, et en même temps, c'est difficile d'accuser, parce que vous accusez qui? Le consommateur? Il va vous dire, j'ai pas le choix de faire autrement. Il y a un peu le choix, mais c'est pas en accusant qu'on arrivera à rassembler les gens. Non, pour moi, les beaux salopards là-dedans, c'est Monsanto, les gros industriels, les pétroliers, voilà, qui nous ont obligés finalement à rester dans des systèmes où, comme vous entendez un agriculteur dire moi je peux plus produire sans pesticides, voilà, il est pris dans un système qui le tue, mais il peut plus faire autrement parce que on lui a appris ça et c'est pour plein de choses pareil, quoi. Faites sans voiture maintenant, c'est très très compliqué, hein. On nous a rendu accros à tellement de choses, mais ouais, ce qu'on va laisser derrière, c'est pas jojo, hein. Même nous, on va connaître les conséquences. D'après les scientifiques, c'est d'ici 30 ans que
qu'on aura atteint plus 2, voire plus 3 degrés, et ça, on le connaîtra encore, quoi. Et plus 2, plus 3 degrés, ça va être terrible, hein, les lagons et donc, qui vont disparaître. l'art, c'est quoi? C'est pour combattre et rassembler, en rassemblant, c'est ça? Si je comprends le raisonnement. J'aimerais bien que ça fédère, c'est sûr. En tout cas, si ce que je présente permet au moins à quelques personnes, même une personne, de prendre conscience que on va droit dans le mur et que les déchets, en fait, je considère que c'est une entrée comme une autre. Il y a des gens qui vont tomber dans l'écologie parce qu'ils sont malades, il faut qu'ils mangent bio. D'autres vont se dire mais arrêtons avec les bouchons de circulation si je prenais le bus. Et en fait, chaque entrée va engendrer une réflexion plus globale sur sa façon de vivre, sa façon de consommer, sa façon de voyager, etc. Et c'est des petites parts, quoi. Et je me dis, si en utilisant des déchets, j'arrive à faire un petit pas dans une prise de conscience, c'est déjà ça, en espérant que ça aille un petit peu plus loin. Juste par rapport à ce que vous venez d'évoquer, là je me disais, en même temps, la façon dont vous utilisez ce déchet là pour dénoncer et pour amener le public à réfléchir, finalement, quand on l'utilise de la manière dont vous le faites, reproduire un tableau de Vermeer, il y a une façon de l'anoblir, il n'y a pas un effet pervers? Parce que là, c'est anobli carrément le déchet. Oui, complètement. En reprenant une œuvre d'art célèbre, en réussissant grâce à cette matière première à faire une très belle œuvre, d'ailleurs. Finalement, il y a un anoblissement, donc il y a une espèce d'ambiguïté dans votre travail. C'est sûr. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous pour la jeune fille à la perle, par exemple, enfin la licorne. Maintenant, la démarche, je trouve, est un peu différente pour ce qui est des installations en grand, parce que j'ai le sentiment que quand on fait quelque chose de beau, c'est peut-être pompeux de trouver que c'est beau. Moi, je trouve joli. Et c'est facile d'accès. Tout le monde comprend ce que c'est un papillon. La plupart du temps, quand j'expose dehors, il y a des gens qui ne sont pas forcément intéressés par l'art. Ce qu'ils vont trouver comme qualificatif, c'est « Oh, c'est joli ». Bon. Et puis « Oh, c'est bien fait ». Et puis quand je leur explique, ils disent « Ah ouais, tout ça, l'a ramassé » ou voilà. Ça amène une discussion, si je suis là. Peut-être une réflexion si je ne suis pas là. Mais en tout cas, ça n'a pas été un pas en arrière en disant « Ah ouais, encore quelqu'un qui dénonce en violence, avec de la violence ». Donc moi, j'essaie que ça interpelle et ça donne envie. Le fait que ça scintille, je pense que les gens ont envie de voir ce que c'est comme matière. Voilà, on s'en rapproche et on voit ce que c'est. Donc, il y a peut-être cet aspect-là. Mais de pas aller droit au but. Mais j'y viens, en fait. Là, je suis en train de réfléchir à une série sur la biodiversité. C'est vrai qu'on a perdu 60% de la biodiversité en 40 ans. Et je pense qu'il va manquer 60% à certaines petites bêtes que je vais présenter. Voilà. Mais d'abord, j'essaie de faire connaître le travail et je caresse dans le sens du poil, quoi. Mais c'est avec une intention un petit peu plus tard une fois que le doigt est mis dedans, pousser un peu plus fort. Oui, d'aller plus loin. Oui, voilà. Voilà, oui. C'est vrai qu'il y a une espèce de consensualité dans cette approche. Effectivement, moi je trouve qu'il y a le beau, accessible. Vous avez raison, vous voyez très bien ce que vous faites, quoi. Et voilà, on sent qu'il manque un petit truc pour aller au bout. J'entends tout à fait. Par rapport au discours que vous tenez. Oui. Voilà. Il y a un autre projet sur lequel j'ai travaillé, c'est avec les déchets ramassés en bord de mer. C'est une installation que j'ai faite il y a 3 et 4 ans. Enfin, c'était suite à une résidence en territoire scolaire dans un collège. Ça s'appelle Mer de demain. Et donc, c'est un travail de récupération de déchets en tout genre, des savates, du polystyrène, des mousses, bouteilles en plastique, toutes sortes de trucs. Des trucs spéciaux, si on ne sait pas trop ce que c'est, mais intéressant. Et donc, mon propos, en fait, mon intention était de faire une sorte d'aquarium où
où tous les éléments seraient faits en déchets. Donc travailler, le polystyrène c'est devenu du corail, les poissons c'est de la savate, de la canette ou autre chose, quoi. Et c'est joli quand on rentre, on a l'impression d'être sous l'eau. Oh, et puis on prend une petite lampe et on regarde. Ah, puis après on devine. Ah tiens, ça c'est fait avec une bouteille d'huile, etc. Et puis on passe un coin, on passe l'angle, et là on se retrouve dans le vortex de déchets, avec des mètres de déchets, des centaines de savates. On passe dans des trucs dégueulasses. Bon, et là les gens me disent ah, ouf. Mais en fait la première partie prépare à la seconde. Si j'avais directement été avec un truc trash, enfin une installation dérangeante, si ça se trouve, les gens n'auraient pas passé le pas, ils ne seraient pas entrés dedans. Alors que là, je les amadoue, en fait, je les prépare. Voilà. Et c'est le travail que je suis en train de faire avec ces pièces qui sont jolies, qui ont pour moi une signification, une deuxième signification, quoi. On peut aller plus loin dans juste la perception de la pièce. Et voilà. C'est dans cette intention d'appuyer plus fort après. Juste une question bête, Oui. certainement. Vous faites ça avec du vrai déchet? Vous n'allez pas acheter des canettes pour les transformer? Alors on va dire que 90 à 95% c'est du vrai déchet, avec des trucs horribles des fois qu'on trouve dans la canette. Ça pue, enfin bon, bref. C'est Michel qui scoltine les plus cabossés, celles qui font du bruit quand on le secoue. Et puis, effectivement, on en achète quelques-unes, parce que certaines couleurs sont très très rares dans le nuancier. Par exemple, on a découvert l'Amsterdam rouge. Voilà, c'est un rouge foncé que j'avais pas du tout dans les nuances, et donc on en a acheté un peu. Mais bon, entre ça et acheter une bouteille de bière, finalement, c'est plus écologique que la canette. Voilà, là, j'étais chez le dentiste, il a fait un tour avec un sac, et puis pendant ce temps-là, il me dit oh, j'en ai trouvé un peu. En fait, le pays où on n'en a pas trouvé, alors, dans l'article du GIR, j'étais un petit peu désolée qu'il ait terminé que je parcours le monde pour chercher des canettes. Non, c'est pas mon objectif quand même. Je vais pas prendre l'avion pour aller ramasser des canettes. C'est quand on a des fois l'occasion de bouger, on a forcément les cisailles avec nous. Et en Allemagne, on trouvait rien du tout comme canette. Si bien qu'on est rentré dans un supermarché pour aller voir si jamais ils consommaient pas de canettes, quoi. Et en fait, il y en a. Donc on en a acheté. Arrivé à la caisse, on paye 25 centimes de consigne. Je vous assure que ça traîne pas. Et 25 centimes, il y a forcément quelqu'un qui ramasse, quoi. Donc on essaie d'en parler dès qu'on a un politique en face de nous. Mais bon, c'est vrai que le marché du déchet, c'est aussi un sacré business. Et voilà, la consigne n'est pas forcément la solution que les politiques ont envie de mettre en place, quoi. Mais ça avait un effet surprenant, quoi. Pas une bouteille en plastique, pas une bouteille en verre, pas une canette. On voyait les bouchons de bouteilles, ça, ouais. Vous pouvez faire les rues de Berlin pavées avec les capsules. Mais ces déchets-là, on ne les trouve pas. Comme quoi, quand on touche au porte-monnaie, ça fonctionne. Il faudrait l'appliquer aux œuvres d'art consignées. Ah, pourquoi pas. Pourquoi pas. Moi, il y a aussi quelque chose qui m'interpelle, c'est que, alors, est-ce que c'est la canette qui veut ça ou quoi? Mais c'est du pixel quand même. Oui. C'est-à-dire que, à la fois, il y a cette notion de réemploi, donc le recyclage, etc. Et puis, en même temps, il y a cette modernité dans la construction purement formelle, quoi. C'est-à-dire on est sur un écran d'ordinateur, on est sur un pixel. Oui, clairement, c'est de la technologie moderne, hein, c'est sûr. Et, c'est-à-dire dans le rendu, du coup, on est. C'est-à-dire que quand on regarde la jeune fille à la licorne, on se dit, tiens, c'est la version du futur, quoi. C'est sûr qu'au niveau technologique, c'est un bond de quelques siècles, hein, entre ce que l'ordinateur peut faire et puis les pinceaux, les glacis que Vermeer utilisait, c'était des fois 15 couches
de peinture à l'huile diluée dans des glacis pour avoir... Bon, techniquement, ça n'a absolument rien à voir. Mais bon, moi, j'apprécie beaucoup. Je ne suis pas du tout informaticienne et c'est là qu'en fait Michel a mis son grain de sel dans la création. Il était ingénieur informaticien. Et donc, systématiquement, lui, il passe par... je fais un plan sur papier. Attends, je te le fais sur l'ordi. Et je dis, non, c'est bon, je vais prendre 2 heures. Et puis finalement, je me rends compte que son plan sur ordi est vraiment précis par rapport au mien. Donc, voilà, j'ai commencé à suivre ses conseils. Et au départ, on travaillait beaucoup les images. Enfin, c'était beaucoup Michel qui travaillait les images. Et puis, il m'a initié. Et je passe pas mal de temps, effectivement, sur l'ordinateur. Parce que, en fait, quand on pixelise une image, c'est pas très compliqué. On diminue la taille de l'image et puis forcément, à un moment donné, on arrive à de la pixelisation. Mais après, faut retravailler cette pixelisation. Faut lui donner un rendu plus personnalisé, quoi. Voilà. Et là, maintenant, j'y passe beaucoup plus de temps qu'auparavant parce que je suis passée de grands formats. Ma première pièce, elle faisait 50 mètres carrés. Et puis là, je passe du 50 par 70. Ça fait des tout petits formats. Et c'est un gros défi, quoi, d'essayer d'avoir une image précise sur aussi peu de pixels. Donc, voilà, la technologie m'aide beaucoup. Enfin, ouais, ok, d'accord. Mais moi, je m'interrogeais surtout sur le sens que ça prend, du coup. C'est-à-dire qu'on est sur le recyclage et sur l'outil numérique. C'est-à-dire, on est... Enfin, c'est... pour moi, j'ai l'impression que ça ouvre sur... et en plus, c'est des classiques qui sont revisités. C'est-à-dire le Vermeer, un papillon, il n'y a rien de plus classique qu'un papillon, j'ai envie de dire. Et pourtant, ils sont... Enfin, je pose cette question en réponse à ce que tu disais, parce que tu disais, ouais, il faut aller jusqu'au bout, etc. Mais je trouve qu'il y a une porte qui s'ouvre avec justement le fait d'avoir ce travail sur la pixelisation. Et du coup, on est sur une interrogation sur la société contemporaine, quoi. L'abstraction du pixel. Le pixel, c'est abstrait, c'est une reproduction abstraite, c'est pas matériel, on peut pas le toucher, on peut voir ce qu'il donne. Et c'est ça qui est intéressant, je crois, et ce que veut dire Eddie aussi, il me semble que tu étais un peu sur cette piste-là. Ce côté abstrait du pixel, mais vous en faites quelque chose avec quelque chose de matériel, et de matériel, donc déchet. Mais voilà, c'est intéressant, ces deux choses qui se rejoignent, effectivement. Côté super abstrait. Le pixel, il reproduit une image de manière abstraite, finalement, sans matière. Autre que des ondes lumineuses et de l'électricité, des bits, 1, 2. Voilà. Oui, c'est complètement virtuel. Et c'est vrai que c'est ça, je pense, oui. qui nous travaille, qu'on n'arrive pas à comprendre dans ce que vous faites. Pourquoi pas une découpe au ciseau pour reconstituer un papillon? Je veux dire, je dis ça. En fait, parce que j'aime la régularité. Ça n'a pas l'air, mais je suis assez... J'aime classer les choses. Et j'aime la rigueur, en fait. Et donc, le fait d'avoir des pièces qui ont toutes la même dimension, le même format, ça me permet de les poser sur des rangs qui soient droits, alignés. Enfin, c'est très carré. Et le sujet ne va pas l'être, mais la manière, oui, elle va être très rigoureuse. C'est là que je trouve l'équilibre, en fait. Et puis, la modernité aussi. Moi, ça m'a complètement dépassé. L'informatique, à partir d'un certain moment, je suis totalement loin. Et en fait, je suis toujours amenée à la matière, quoi. Moi, quand ça va plus, comme je vous dis, je prends un papier et quand je ne sais plus le faire de façon informatique, je vais le faire de façon artisanale avec un papier, un crayon, de la matière. Je vais découper. Et là, j'arrive à rejoindre les deux, en fait. La matière et le... Mais voilà, mais peut-être, moi je m'interrogeais au sens, je comprends, merci, mais au sens poétique, c'est-à-dire que finalement, quand on regarde, j'essaie d'éclaircir mes idées en même temps que je t'écoute, hein, mais quand on regarde le papillon, on se dit, mais ce papillon, enfin il y a pour moi il y a deux codes de l'espèce en voie de disparition, c'est-à-dire que à la fois on est sur le recyclage, donc la pollution, tout ce qui va avec, et donc les causes
de la baisse de la biodiversité, etc. Et en même temps, ce truc un peu pessimiste où on se dit, où tu remets le couvert par-dessus, j'ai envie de dire, en disant, on les verra plus qu'en images, on les verra plus qu'en pixels, ces papillons. Voilà. Et même que notre vision de l'art et du classicisme aujourd'hui, quand on regarde à travers, si on regarde La Jeune fille à la perle à travers ton tableau, on le voit à travers. Moi, je l'ai jamais vu ce tableau. Je suis jamais allé dans le musée. Je sais même pas où est-ce qu'il est exposé. Je crois que c'est où? C'est à Orsay, Non, il est à Amsterdam. Au Rijksmuseum. Oui. Voilà. Tu vois, voilà, j'ai pas eu la chance de le voir en vrai. Je l'ai vu, mais sur Internet. Et je l'ai vu à travers des pixels. Et donc le fait d'avoir cet effet grossissant sur le pixel, ça montre à quel point on est déconnecté C'est sûr. on est dans une représentation virtuelle des choses et ça le met ça met cette virtualité en premier plan. Oui. Là par exemple, je suis en train de faire je viens de terminer un tableau qui est inspiré des glaneuses de Millet. Et je sais pas, vous avez peut-être entendu parler de ce tableau de Pissarro qui retourne en fait à la famille. J'ai oublié le nom de cette famille, mais une famille qui a été spoliée pendant la guerre, à qui appartenait ce tableau de Pissarro, et c'est les ramasseuses de pois ou les cueilleuses de pois. Et il se fait qu'il y a 3 personnages qui ont quasiment la même position que les glaneuses de Millet. Et je me posais la question, est-ce que Pissarro a vu Millet? Mais imaginez à l'époque la complication de voir un tableau. Enfin, il y avait pas les éditions, il y avait pas évidemment toutes ces inondations d'images. Donc, je me disais, mais bon, à la fois quelle chance on a nous de voir tout ça, mais ça m'interpellait. Je me disais jusqu'où est allée l'inspiration de Pissarro par rapport à notre tableau. Est-ce que c'est du fait du hasard? Est-ce qu'ils se sont rencontrés, etc. Et le fait de voir le tableau la jeune fille à la perle, je l'ai jamais vu, mais elle est partout en même temps. C'est comme la laitière. Alors parlons plus avec les glaces et les produits et les yaourts là. Mais ce sont des œuvres qui sont vraiment entrées dans l'imagier de tout le monde, quoi. C'est bien symptomatique de la société d'aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire tout est virtuel, tout est. Il y a aussi. Et donc lire la déliquescence de la biodiversité à travers ça, je trouve que c'est bien senti. Que on a le premier plan, on a l'arrière-plan, on a le fond, et il y a une cohérence de point de vue, voilà, et du coup ça propose une vraie lecture. Et moi en tout cas c'est ce qui m'avait plu dès le départ. Mais est-ce que cette démarche que je suis en train d'essayer de décrypter, elle est consciente? J'imagine que oui. Alors au niveau de au niveau du rôle de l'image à notre époque et la perception qu'on a de tout, en fait, c'est toujours à travers un écran. Je pense que la plupart des gens voient plus de nature à travers l'écran qu'en étant dedans. Et on est complètement déconnecté d'une certaine réalité. Il y a aussi une autre réalité qui m'interpelle, c'est la longévité, quoi. Le tableau de Vermeer a 400 ans. Dans 400 ans, les canettes seront toujours là, parce qu'elles ne se seront pas dégradées. Et c'est la notion de durabilité aussi qui m'interpelle beaucoup, quoi. Voilà, on a des baisses de tas de choses, de ressources, de biodiversité, etc. Et de l'autre côté, une accumulation de problématiques, de déchets, de choses intraitables, quoi, les déchets nucléaires, etc. On est sur des hiatus comme ça. C'est principalement ça qui façonne un peu ma façon de travailler, enfin ma conception du travail. Et Edith, mais tu as mis en mots des choses que je ressens, mais que j'avais pas encore
vraiment défini comme tu l'expliquais. Donc merci pour ton point de vue. Moi, j'aurais voulu revenir sur la notion de pixel. Eddy, quand tu demandais pixel, pourquoi pas des découpes, etc. Est-ce que c'est pas en rapport avec la notion de couleur et de cette qualité particulière que tu as au niveau de la couleur, de voir des couleurs? Il y a deux façons de travailler. Pour les pièces qui demandent beaucoup de recul, l'œil recrée facilement l'ensemble. Et donc, j'ai pas forcément toutes les couleurs dans les canettes que j'utilise. Et donc, je vais faire des mélanges, en fait. Et ça va être un petit peu comme dans le pointillisme où c'est la densité de certains points colorés va donner une tonalité, mais il y aura des mélanges pour arriver à cette teinte-là. Donc ça, c'est ce que j'utilise la plupart du temps pour les grosses pièces. Alors, pas forcément le papillon, mais dans le caméléon, c'était ça. Et dans les tableaux, là, j'essaie au contraire que chaque pixel se rapproche au maximum de la couleur souhaitée, quoi. Moi, j'ai peut-être une question vraiment. Donc, j'imagine que vous êtes sensible à l'écologie. Et il y a eu un déclic. Enfin, comment après vous avez décidé d'utiliser. Vous avez trouvé une canette. Vous êtes dit en fait, j'ai eu une phase où je faisais du land art. Ouais. Après une période dans l'artisanat. Où je voulais plus du tout produire d'objets. Le land art, c'était super parce que je faisais que du ramassage de matériaux. Mais la plupart du temps, il fallait quand même nettoyer un petit peu la place parce que vous prenez la photo et il y a quelque chose. C'est quoi ce truc là-bas? J'avais pas vu. C'est un papier, c'est des mégots, enfin voilà. Donc là, en travaillant en extérieur, je me suis rendu compte vraiment de la quantité de déchets qu'il y avait partout. Et puis, mon intention en travaillant dans le land art, c'était me faire plaisir, bien sûr, et puis sensibiliser à la fragilité de la nature, à essayer de la faire voir différemment. Et puis, je me suis dit, faut taper plus fort, quoi. C'est avec ça qu'il faut que je travaille. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec des canettes aussi. Et puis à ramasser, en fait, je ramasse toutes sortes de trucs, quoi. Les touillettes, il y en a plein à la maison. Dès que je vois un déchet en quantité, on a commencé à ramasser les masques. Et voilà. Et les brosses à dents, ouais. Les brosses à dents, ça c'était pour mère de demain. On était sur une plage et on a ramassé 110 brosses à dents. Et donc voilà, la matière m'appelle, quoi. Donc je ramasse, je ne sais pas forcément ce que je vais en faire, mais c'est devenu systématique, quoi. Ça fait 12 ans, enfin 9-10 ans pour les canettes, et puis voilà, on ramasse. Voilà, et puis comme Michel qui prend la parole, c'est parce qu'on travaille à deux souvent. Moi, il dira c'est plutôt l'aspect artistique, et puis lui, c'est l'aspect technique. Ce qui est génial, parce que ça me permet d'imaginer un tas de trucs sans avoir les considérations purement matérielles. Donc, c'est pratique, c'est lui qui s'en charge. Juste une petite anecdote, quand on a fabriqué le caméléon, au départ, il devait être simplement couché sur une colline. 26 mètres de long, 6 mètres 50 de haut quand même. Hein. Et donc, on l'a mis, c'était à Cap Méchant, on l'avait étalé à Cap Méchant par terre et on l'avait pris en photo et puis il avait dit il faut absolument qu'il soit debout. Bon, quand c'est pas prévu pour être debout, je peux vous dire, il a fallu trouver des solutions, on a fini par le mettre debout, mais je me demande comment encore. Sincèrement, je me demande comment ça a tenu. Voilà. Je voulais juste aussi te poser la question par rapport aux matériaux que tu utilises pour tes tableaux, c'est-à-dire il n'y a pas que les canettes. Qu'est-ce qu'il y a aussi comme autres matériaux que tu utilises dans tes tableaux et tes œuvres en général de recyclage? On fait de la récup de toutes sortes de déchets industriels aussi, des bâches, du PVC, des plaques de résine, voilà. Et puis la seule chose qu'on achète, ce sont les agrafes. Voilà. Ouais. Du coup, on prend de l'inox, haut de gamme, on peut se le permettre. C'est un défi. En fait, voilà, j'ai démarré un grand tableau et là, malheureusement, c'est pas en récup et je vous assure que c'est un état de
qui me met pas à l'aise quand je suis dans le magasin pour acheter une grande plaque de PVC pour faire un tableau. On a déjà fait 80 km pour se retrouver au magasin au port. Arrivé dans le magasin, c'était mon tour. Je dis non, viens, on s'en va. Puis on est reparti à la maison sans la plaque parce que voilà, je voulais tout faire en récup. Mais bon, il y a certains formats, c'est pas possible, quoi. Donc voilà. J'achète quand même. Là, j'ai acheté 2 grosses plaques pour faire des tableaux. Et une autre question sur les performances live que tu fais. L'autre soir, t'as mis des ailes de papillon sur ton dos et avec une cagoule, t'as tenu un discours écologiste, si j'ose dire. Tu fais ça souvent et pourquoi tu fais ça? Ah, c'était la toute première fois. Toute première fois. Mais alors, c'est arrivé que Michel utilise. Enfin, on avait à déplacer le papillon, alors il s'est dit, pour le transporter du point A au point B, au lieu de tout démonter, il faudrait trouver un système pour le porter. Et donc, il l'a porté en sac à dos. Et là, je me suis dit, mais c'est génial de l'avoir en vivant, quoi, et avoir du mouvement avec ce papillon. Donc, on a fait des petites performances comme ça à travers les Tuileries, par exemple. Et on s'est dit, voilà, que c'était une opération à renouveler. Et puis, Michel voulait pas faire le discours. Il me dit, non, c'est pas du tout moi l'artiste. Et c'est comme ça que je me suis dit, allez, cette fois-ci, ce sera moi. Et bon, c'était très moyen, mais c'était une première. Et je trouvais important de prendre la parole en ce moment-là, parce que je n'ai jamais la parole, quoi. Enfin, si, j'ai la parole quand je rencontre quelqu'un dans mon quartier, mais voilà, c'est tout. Et pour moi, il faut passer à une vitesse supérieure, quoi. Et ça me semble important d'afficher ses convictions et puis de les dire, quitte à déranger. Pour revenir plus précisément sur l'épisode Covid et la thématique de l'expo, comment tu l'as vécu, ce confinement, et est-ce que ça t'a permis de créer, ça t'a inspiré particulièrement? Comment ça s'est passé pour toi au niveau artistique, cette période? Oui, en fait, chaque fois que j'entends à la radio ou j'entends une information qui est alarmante au niveau d'écologie, mais aussi bien les problèmes humains, de démocratie, ou voilà, je me dis, mais comment réagir par rapport à tout ça, quoi? On n'a pas une grande marge de manœuvre, très très peu de pouvoir. Et puis, je me suis mis en tête qu'avec mon travail de canette, je pouvais peut-être faire avancer un petit peu les choses, ou au moins, je me soigne à travers ça, quoi. J'ai l'impression d'ajouter une goutte d'eau dans ce qui pourrait peut-être un jour faire déborder le vase. Et donc, pendant le Covid, c'était évident que je devais passer tout mon temps sur mes petits carrés. Et donc, je n'avais aucune autre contrainte que d'aller dans mon atelier. C'était génial. J'ai passé des journées extra de 12 heures pliées en deux pour agrafer mes carrés et puis travailler. Et avec la conviction que dépêche-toi, il faut faire bouger les choses, quoi. Voilà. Alors ça les fera bouger peut-être 10e, 1/10 de degré, mais voilà. C'est ma façon de dire que j'aurais pas laissé faire. J'aurais pas. Oui, laisser faire. Je serais intervenue à ma façon pour essayer d'infléchir les choses. Mais est-ce que ça t'aurait inspiré particulièrement, ou c'était juste ça tombe bien parce que ton travail est là-dessus? C'est pas ça tombe bien parce que ça tombait, enfin d'une certaine manière parce que pendant ce temps-là on entendait les oiseaux chanter et puis il n'y avait pas les voitures qui démarraient à 4h30 pour aller rejoindre les bouchons un peu plus loin. Puis la vie se résumait à des choses beaucoup plus simples, quoi.
Donc pour moi, ça me convenait bien. Ça m'a pas inspiré, pas tellement plus que ça, quoi. Mais ça m'a vraiment conforté dans l'idée que on va droit dans le mur. Voilà. Mais ça m'a fait réfléchir à comment sensibiliser les gens. Il y a mon monsieur O qui est revenu aussi. Mon monsieur O, c'est en fait, je sais pas si vous avez vu, je le porte en bijou, mais qu'on en a tellement manipulé, c'est le dessus d'une canette. Et on a vu dans ce dessin un personnage qui crie, la bouche ouverte, qu'on n'entend pas, qui est indigné, qui aimerait que les choses évoluent. Et donc c'est en fait une installation, enfin une œuvre que j'ai faite il y a 1 an. Voilà, avec des dessus de canettes comme ça, il y en a 4000 et ça représente ce monsieur. Et je me suis dit que c'était peut-être quelque chose qui pouvait rallier les gens. J'ai eu le sentiment que beaucoup de personnes devaient être dans une prise de conscience, ou en tout cas une réflexion sur les modes de vie. Je me suis dit que rester chez soi allait certainement amener probablement des changements après le confinement. Et ce qui est compliqué, c'est que je pense que on a l'impression de faire des efforts chacun tout seul dans son coin, et que à quoi bon, quoi. T'as vu la quantité de personnes qui n'ont aucun état d'âme et qui s'en mettent plein les poches, qui n'ont pas du tout de conscience de la situation. Et c'est vrai que quand on se retrouve tout seul, on fait un effort, c'est presque comme un petit caillou dans la mare, quoi. Et je me suis dit qu'il fallait peut-être un signe de reconnaissance. Comment afficher l'état d'esprit dans lequel on est, ou la démarche qu'on a initiée chacun. Et je me dis que ça pourrait être un symbole de la société de consommation qu'on retourne contre elle. Un symbole d'indignation par rapport à l'état de la planète. Voilà, j'ai pas mal réfléchi à comment faire avancer les choses. Ça, on est toujours au stade de la réflexion. Mais voilà ce que le Covid m'aura inspiré en tout cas. Pourquoi avoir choisi la jeune fille à la perle pour faire la jeune fille à la licorne? Parce que c'est un des tableaux les plus connus dans le monde. Et qu'en fait, j'ai démarré une série de portraits, comme je vous avais expliqué là tout à l'heure. En fait, j'ai voulu démarcher des galeries cet hiver en métropole et en Belgique. Et je suis allée avec un portrait sous le bras. Alors c'était un portrait spécial, le portrait de Werner Baumann, un fameux illustre personnage, mais que très peu connaissent. C'est le PDG de Monsanto, Bayer Monsanto. Alors le galeriste m'a dit ah ouais, c'est bien, c'est un super boulot, mais le problème c'est qu'on le connaît pas, ce bonhomme. Et ce serait bien si tu commençais des portraits célèbres, qu'on voit ta technique, qu'on voit ce que tu es capable de faire avec des déchets. Et donc, j'ai démarré des portraits. Et puis, dans les personnages célèbres, j'étais surtout sur du masculin. Et puis, elle m'est venue, quoi. Voilà, je me suis dit, ça, c'est vraiment un personnage que beaucoup de monde a vu. Voilà. Et puis, c'est le premier, je ne vais pas appeler ça un détournement d'œuvre, parce que c'est vraiment très, très fidèle à l'œuvre. Mais c'est la première fois que je m'inspirais d'un tableau connu. Et puis dans la foulée, comme je vous disais, j'ai travaillé sur les glaneuses. Et puis, tu te redéguises. Merci beaucoup pour ce temps d'échange. J'espère que ça t'a plu. Ah bah oui, ça me plaît bien sûr. Ouais. Oui. Intéressant. Et j'aime bien avoir des regards différents sur ce que je fais. Et d'où l'intérêt que j'avais à venir en résidence ici, parce que je pense que des regards croisés, ça
Ça enrichit vraiment. Pas forcément, peut-être la démarche, peut-être le travail, mais en tout cas la réflexion, et ça permet d'éclaircir les intentions aussi. Et donc j'ai bien apprécié.